Quant à la mutation qui s'est produite vers la fin du XVIIIe siècle dans toutes les épistèmes occidentales, il est possible dès maintenant de la caractériser de loin en distinguant qu'un moment scientifiquement fort s'est constitué là où épistème classique connaissait un temps métaphysiquement fort, et qu'en revanche un espace philosophique s'est dégagé là où le classicisme avait établi ses serrures épistémologiques les plus solides. En effet, l'analyse de la production comme projet nouveau de la nouvelle économie politique a essentiellement pour rôle d'analyser le rapport entre la valeur et les prix, les concepts d'organisme et d'organisation, les méthodes de l'anatomie comparée, bref, tous les thèmes de la biologie, ne sont expliquant comment des structures observables sur des individus pouvant valoir à titre de caractères généraux pour des genres, des familles, des embranchements, enfin pour unifier les dispositions formelles d'un langage, sa capacité à constituer des propositions et le sens qui appartient à ces mots. La philologie étudiera non plus les fonctions représentatives du discours, mais un ensemble de constantes morphologiques soumises à une histoire. Philologie, biologie et économie politique se constituant non pas à la place de la grammaire générale, de l'histoire naturelle et de l'analyse des richesses, mais là où ces savoirs n'existant pas dans l'espace qu'ils laissaient blanc, dans la profondeur du sillon qui séparait leurs grands segments théoriques et que remplissait la rumeur de contenu ontologique. L'objet du savoir au XIXe siècle se forme là même où vient de se taire la plénitude classique de l'être. Inversement, un espace philosophique nouveau va se libérer là où se défendent les objets du savoir classique. Le moment de l'attribution comme forme du jugement est celui de l'articulation
comme des coups généraux des êtres. Se séparant, faisant naître le problème des rapports entre une apophantique et une ontologie formelle. Le moment de la désignation primitive et celui de la dérivation à travers le temps se séparant, ouvrant un espace où se pose la question des rapports entre le sens originaire et l'histoire. Ainsi se trouvant mises en place les deux grandes formes de la réflexion philosophique moderne. L'une interroge les rapports entre la logique et l'ontologie. Elle procède par les chemins de la formalisation et rencontre sous un nouvel aspect le problème de la mathésis. L'autre interroge les rapports de la signification et du temps. Elle entreprend un dévoilement qui ne sera sans doute jamais achevé. Et elle remet au jour les thèmes et les méthodes de l'interprétation. Sans doute la question la plus fondamentale qui puisse alors se poser à la philosophie concerne-t-elle le rapport entre ces deux formes de réflexion? Certes, il n'appartient pas à l'archéologie de dire si ce rapport est possible, ni comment il peut se fonder. Mais elle peut dessiner la région où il cherche à se nouer. En quel lieu de l'épistème, la philosophie moderne essaie de trouver son unité. En quel point du savoir elle découvre son domaine le plus large. Ce lieu, c'est celui où le formel, le apophantique et de l'ontologie rejoindrait le significatif tel qu'il s'éclaire dans l'interprétation. Le problème essentiel de la pensée classique se logeait dans les rapports entre le nom et l'ordre. Découvrir une nomenclature qui fut une taxonomie, ou encore instaurer un système de signes qui fut transparent à la continuité de l'être. Ce que la pensée moderne va mettre fondamentalement en question, c'est le rapport de sens avec la forme de la vérité et la forme de l'être. Au ciel de notre réflexion règne un discours peut-être inaccessible, qui serait d'une seule tenant une ontologie
et une sémantique. Le structuralisme n'est pas une méthode nouvelle. Il est la conscience éveillée et inquiète du savoir moderne. Part 8. Le désir et la représentation. Les hommes du XVIIe et XVIIIe siècle ne pensant pas la richesse, la nature ou les langues avec ce que leur avaient laissé les âges précédents et dans la ligne de ce qui allait être bientôt découvert. Ils les pensant à partir d'une disposition générale qui ne leur prescrit pas seulement concept et méthode, mais qui, plus fondamentalement, définit un certain mode d'être pour le langage. Les individus de la nature, les objets du besoin et du désir. Ce mode d'être, c'est celui de la représentation. Dès lors, toute une seule commune apparaît, où l'histoire des sciences figure comme un effet de surface. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut la laisser désormais de côté, mais qu'une réflexion sur l'historique d'un savoir ne peut plus se contenter de suivre à travers le suite du temps la filière des connaissances. Celles-ci, en effet, ne sont pas des phénomènes d'hérédité et de tradition. Et on ne dit pas ce qui les a rendus possibles en énonçant ce qui était connu avant elles. Et ce qu'elles ont, comme on dit, apporté de nouveau. L'histoire de savoir ne peut être faite qu'à partir de ce qui lui a été contemporain, et non pas certes en termes d'influence réciproque, mais en termes de conditions et d'a priori constituées dans le temps. C'est en ce sens que l'archéologie peut rendre compte de l'existence d'une grammaire générale, d'une histoire naturelle et d'une analyse des richesses, et libérer ainsi un espace sans fissure où l'histoire des sciences, celle des idées et des opinions, pourront prendre, si elles le voulont, leur ébattre. Si les analyses de la représentation du langage
Voici les analyses de la représentation du langage. Des ordres naturels et des richesses sont parfaitement cohérentes et homogènes entre elles. Il existe toutefois un déséquilibre profond. C'est que la représentation commande le mode d'être du langage des individus, de la nature et du besoin lui-même. L'analyse de la représentation a donc valeur déterminante pour tous les domaines empiriques. Tout le système classique de l'ordre, toute cette grande taxonomie qui permet de connaître les choses par les systèmes de leurs identités se déploie dans l'espace ouvert à l'intérieur de soi par la représentation quand elle se représente elle-même. L'être et le même y ont leur lieu. Le langage n'est que la représentation des mots. La nature n'est que la représentation des êtres. Le besoin n'est que la représentation du besoin. La fin de la pensée classique et de cet épistème qui a rendu possible grammaire générale, histoire naturelle et science des richesses. Considéra avec la retraite de la représentation, ou plutôt avec l'affranchissement à l'égard de la représentation, du langage, du vivant et du besoin. L'esprit obscur mais entêté d'un peuple qui parle. La violence et l'effort incessant de la vie. La force sourde des besoins, échapperont au mode d'être de la représentation. Et celle-ci sera doublée, limitée, bordée, mystifiée, peut-être régie en tout cas de l'extérieur par l'énorme poussée d'une liberté, ou d'un désir, ou d'une volonté qui se donneront comme l'envers métaphysique de la conscience. Quelque chose comme un vouloir ou une force va surgir dans l'expérience moderne, la constituant peut-être, signalant en tout cas que l'âge classique vient de se terminer et avec lui le règne du discours représentatif. La dynastie d'une représentation, se signifiant elle-même et énonçant dans la suite de ces mots l'ordre dormant des choses. Ce renversement, il est contemporain de Sade, ou plutôt, cette œuvre inlassable manifeste la précaire
équilibre entre la loi sans loi du désir et l'ordonnance méticuleuse d'une représentation discursive. L'ordre du discours y trouve sa limite et sa loi. Loi, law. Mais il a encore la force de demeurer coextensif à cela même qui la régit. La sens du et le principe de ce libertinage qui fut le dernier du monde occidental après le commence l'âge de la sexualité. Le libertine, c'est celui qui, en obéissant à toutes les fantaisies du désir et à chacune de ses fureurs, peut mais doit aussi en éclairer le moindre mouvement par une représentation lucide et volontairement mise en œuvre. Il y a un ordre strict de la vie libertine. Toute représentation doit s'animer aussitôt dans le corps vivant du désir. Tout désir doit s'énoncer dans la pure lumière d'un discours représentatif de la cette succession rigide de signes. La signe chez Sade, c'est le dérèglement ordonné à la représentation et à l'intérieur de signe. L'équilibre soigneux entre la combinatoire des corps et l'enchaînement des raisons. Peut-être Justine et Juliette, à la naissance de la culture moderne, sont-elles dans la même position que Don Quixote entre la Renaissance et le classicisme? Le héros de Cervantes, lisant les rapports du monde et du langue comme on le faisait au XVIe siècle, déchiffrant par le seul jeu de la ressemblance des châteaux dans les auberges et des dames dans les filles de ferme, s'emprisonner sans le savoir dans le mode de la pure représentation. Mais puisque cette représentation n'avait pour loi que la similitude, elle ne pouvait manquer d'apparaître sous la forme dérisoire du délire. Or, dans la seconde partie du roman, Don Quixote recevait de ce monde représenté sa vérité et sa loi. Il n'avait plus quoi attendre de ce livre où il était né, qu'il n'avait pas lu mais dont il devait suivre le corps. Un destin qui lui était désormais imposé par les autres. Il lui suffisait de se laisser vivre en un château où lui-même, qui avait pénétré par sa folie dans le monde de la pure
représentation devenait finalement pur et simple personnage dans l'artifice d'une représentation. Les personnages de Sade lui répondant à l'autre bout de l'âge classique, c'est-à-dire au moment du déclin. Ce n'est plus le triomphe ironique de la représentation sur la ressemblance. C'est l'obscure violence répétée du désir qui vient battre les limites de la représentation. Justine correspondrait à la seconde partie de Don Quixote. Elle est objet indéfini du désir dont elle est la pure origine, comme Don Quixote, et malgré lui l'objet de la représentation, qu'il est lui-même en son être profonde. En Justine, le désir et la représentation ne communiquant que par la présence d'un autre qui se représente l'héroïne comme objet de désir. Cependant, qu'elle-même ne connaît du désir que la forme légère, lointaine, extérieure et glacée de la représentation. Tel est son malheur, son innocence demeure toujours entière entre le désir et la représentation. Juliette, elle, n'est rien de plus que le sujet de tous les désirs possibles. Mais ces désirs sont repris dans son résidu dans la représentation qui les fonde raisonnablement en discours et les transforme volontairement en scène. De sorte que le grand récit de la vie de Juliette déployée tout au long des désirs, des violences, des sauvageries et de la mort, le tableau scintillant de la représentation. Mais ce tableau est si immense, si transparent à toutes les figures du désir qui, inlassablement s'accumulant en lui et se multipliant par la seule force de leur combinatoire, qu'il est aussi déraisonnable que celui de Don Quixote. Quand de similitude en similitude, il croyait avancer à travers le chemin mixte du monde et des livres, mais s'enfoncer dans le labyrinthe de ses propres représentations. Juliette exténue cette épaisseur de représenter pour qui affleure sans le moindre défaut, la moindre réticence, le moindre voile, toutes les possibilités du désir. En quoi ce récit referme l'âge classique, celui-même, comme Don Quixote l'avait ouvert.
Et s'il est vrai qu'il est le dernier langage encore contemporain de Rousseau et de Racine, s'il est le dernier discours qui entreprend de représenter, c'est-à-dire de nommer, on sait bien que tout à la fois il réduit cette cérémonie au plus juste. Il appelle les choses par leur nom strict, défaisant ainsi tout l'espace rhétorique. Est-il l'allonge à l'infini et nommant tout et sans oublier le moindre des possibilités, car elles sont toutes parcourues selon la caractéristique universelle du désir. Sade parvient au bout du discours et de la pensée classique. Il règne exactement à leur limite. À partir de lui, la violence, la vie et la mort, le désir, la sexualité vont étendre au-dessus de la représentation une immense nappe d'ombre que nous essayons maintenant de reprendre comme nous pouvons. En notre discours, en notre liberté, en notre pensée. Mais notre pensée est si courte, notre liberté si soumise, notre discours si ressassant qu'il faut bien nous rendre compte qu'au fond, cette ombre d'en dessous, c'est la mer à boire. Les prospérités de Juliette sont toujours plus solitaires et elles n'ont pas de terme. XVIIe et XVIIIe siècle. Art combinatoria, structure des êtres, valeur des choses. Encyclopédie, cratière générique, prix des marchandises. Voisinage des êtres, circulation et commerce, représentabilité des êtres, verbe, visibilité des êtres, objet du besoin. Articulation, désignation, dérivation, attribution, nomenclature, taxonomie. Articulation, désignation, dérivation, attribution. Chapitre 7. Les limites de la représentation. Part 1. L'âge de l'histoire. Les dernières années du XVIIIe siècle sont rompues par une discontinuité symétrique de celle qui avait brisé. Au début du XVIIe siècle, le pensée de la Renaissance, alors les grandes figures circulaires où s'enfermait la similitude s'étaient disloquées
est ouvert pour que le tableau des identités puisse se déployer. Et ce tableau maintenant va se défaire à son tour. Le savoir, se logeant dans un espace nouveau. Discontinuité aussi énigmatique dans son principe, dans son primitif déchirement que celle qui sépare les cercles de Péricles de l'ordre cartésien. D'où vient brusquement cette mobilité inattendue des dispositions épistémologiques, la dérive des positivités les unes par rapport aux autres? Plus profondément encore, l'altération de leur mode d'être. Comment se fait-il que la pensée se détache de ces plages qu'elle habitait jadis? Grammaire générale, histoire naturelle, richesse, et qu'elle laisse basculer dans l'erreur, enchemir dans le non-savoir, c'est là même qui, moins de 20 ans auparavant, était posé et affirmé dans l'espace lumineux et la connaissance. À quel événement ou à quelle loi obéissant ces mutations qui font que soudain les choses ne sont plus perçues, décrites, énoncées, caractérisées, classées et sues de la même façon, et que dans l'interstice de mots ou sous leur transparence, ce ne sont plus les richesses, les êtres vivants, le discours qui s'offrent au savoir, mais des êtres radicalement différents. Pour une archéologie du savoir, cette ouverture profonde dans la nappe des continuités, si elle doit être analysée et minutieusement, ce peut être expliqué, ni même recueilli en une parole unique. Elle est un événement radical qui se répartit sur toute la surface visible du savoir et dont on peut suivre pas à pas les signes, les secousses, les effets. Sur la pensée, se renaissante elle-même à la racine de son histoire pourrait fonder, sans aucun doute, ce quoi était en elle-même la vérité solitaire de cet événement.